Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y a pas de moustiques aussi gros que des chiens ou des abeilles aussi grandes que des chevaux? Eh bien, si vous voulez le savoir, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, le plus grand insecte du monde est le scarabée titan, qui vit dans la forêt amazonienne et mesure environ 16,7 cm, ce qui est l'équivalent de la taille d'un petit oiseau. Mais le groupe des arthropodes, donc les araignées, les insectes et les crustacés, n'a pas toujours été aussi petit. Car il y avait un temps où les insectes atteignaient des tailles gigantesques. Donc pour en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et à commander un truc dans ma boutique en ligne si ça te plaît. Il y a 300 millions d'années, des insectes comme la libellule Meganora atteignaient une envergure d'environ 65 cm, avec plein d'autres insectes qui étaient genre 8 fois plus grands que les insectes modernes. Mais attendez, les insectes n'étaient même pas les plus grands arthropodes. Car ce titre est disputé entre le mille-pattes Arthropleura qui atteignait 2 mètres de long et le scorpion de mer Jacquelopterus dont la taille pouvait aller jusqu'à 2 mètres et demi de long. Mais pourquoi les insectes à cette époque étaient aussi grands et si petits maintenant? Faut qu'on m'explique quand même. Et bah les biologistes ont de nombreuses réponses à cette question. Les premiers à se pencher sur la question se sont dit que les animaux de grande taille ne pourraient pas supporter la masse d'un exosquelette, ce qui expliquerait pourquoi on trouve de grands arthropodes comme les crabes araignées dans les mers, mais sur Terre, les tailles n'excèdent pas 30 cm. Mais cette hypothèse est foireuse, car les arthropodes de l'époque avaient à supporter le poids d'un exosquelette sur Terre tout en mesurant au plus 2 mètres, et ils s'en sont sortis très bien pendant des millions d'années. Donc, en se penchant encore plus sur la vraie raison, on découvre que le système respiratoire des insectes est très limité. En effet, les insectes et la majorité des arthropodes respirent à travers des trous dans leur peau appelés spiracles, qui sont connectés à des tubes dans leur chair appelés trachées, qui transportent le dioxygène jusqu'aux cellules, et sortent le CO2 résiduel de leur corps. Mais plus les insectes grandissent, plus les trachées prennent de place. Donc ce système de respiration les empêche de trop grandir, car les trachées finissent par devenir énormes, par obstruer les organes et alourdir l'insecte. De plus, l'exosquelette est aussi un frein à leur croissance, cependant ce n'est pas forcément à cause de la masse, mais du processus de mue. En effet, les arthropodes doivent tous muer, donc changer d'exosquelette pendant au moins leur âge juvénile. Donc, pendant quelques heures ou jours après la mue, les arthropodes sont totalement vulnérables aux attaques des prédateurs. Et le processus de mue d'un insecte géant serait considérablement plus énergivore que celui d'un petit insecte. Mais le pire, c'est que si un insecte géant réussissait à surmonter tous ces obstacles, il se ferait dévorer par des hordes d'oiseaux et de chauves-souris pendant les moments vulnérables comme les mues. En fait, les insectes qui survivraient potentiellement sont ceux qui passent la majorité de leur temps dans des milieux souterrains, sous forme de larves, et qui ne muent pas à l'âge adulte. Mais certains insectes ont pris la miniaturisation de leur corps un peu trop loin et ont fini par faire la taille d'une amibe. Oui, oui, vous avez bien entendu, une amibe. Ces insectes sont la famille des Mimaridés, ou les mouches fériques pour les anglophones. Une famille qui compte plus de 1400 espèces, mais qui passe inaperçue vu leur taille. Ce sont des guêpes spécialisées dans le parasitisme. Alors vous vous demandez sans doute, comment un insecte aussi petit peut-il possiblement exister? Eh bah c'est grâce à une adaptation quasi parfaite à leur mode de vie. En effet, ces insectes ont fait toutes les économies possibles sur leur plan corporel. En effet, malgré qu'ils gardent les mêmes organes et tout le tralala que les autres insectes, les antennes et les pattes ont par exemple beaucoup moins de segments que chez leurs cousins proches. Leur système respiratoire et circulatoire est extrêmement simplifié. Vu leur minuscule taille, pas besoin d'appareils compliqués de respiration, etc., les plus petites espèces se sont même dit un jour « En vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cœur ?» et s'en sont débarrassés ainsi que de leur vaisseau sanguin. Mais attendez, c'est pas tout. Elles ont même tellement simplifié leurs yeux à facettes que leur taille a atteint la limite physique à laquelle la lumière ne peut pas être absorbée. Ce qui est assez incroyable, mais leur donne une vision pas terrible. Ils se servent beaucoup plus de leur odorat que de leur vision pour se repérer. En fait, les mâles de certaines espèces ont décidé qu'à partir de maintenant, ils n'avaient plus besoin d'yeux et ont arrêté d'en avoir. Ils ont aussi décidé d'arrêter d'avoir des ailes et une bouche, vu qu'à quoi bon s'alimenter si on ne vit que quelques jours. En fait, certaines espèces se sont entièrement débarrassées de leurs ailes, que ce soit chez mâles ou les femelles, particulièrement dans les zones venteuses. Et ceux qui possèdent des ailes ont des ailes assez étranges, qui ressemblent à un mélange entre une plume et un fossile. En fait, ces ailes fonctionnent, car avec leur petite taille, l'air fonctionne plus comme un fluide que comme du vide pour eux. Donc ils nagent dans l'air avec leurs ailes. Mais même au niveau cellulaire, ces insectes font des économies. En effet, les cellules de ces guêpes sont ultra compressées et compressent leur ADN pour minimiser la taille du noyau. Mais un challenge pour leurs économies d'espace se posa avec le système nerveux. En effet, ils ont déjà un nombre minimal de neurones, environ 7400. Mais cela prend déjà trop d'espace pour leur standard. Donc, elles ont rendu leurs neurones les plus petits possibles, environ une grande partie du cytoplasme, donc le liquide dans la cellule et les organites. Elles ont même rendu les terminaisons nerveuses les plus fines possibles, mais ce n'était pas suffisant. Donc, elles ont fait un choix drastique. Se débarrasser du noyau, une des parties de la cellule essentielle pour la synthèse de protéines. Elles s'en débarrassent juste avant leur maturation.
Résultat, la synthèse de toutes les protéines nécessaires au système nerveux est faite avant maturation, car sans noyau, les neurones ne peuvent pas en créer. Mais en vrai, ce n'est pas si gênant que ça pour elles, vu que la forme adulte vit maximum une semaine. Mais leur dernier effort de miniaturisation se fait lors de la conception de l'embryon. En effet, la croissance d'un embryon nécessite beaucoup d'énergie, et donc généralement les parents fournissent beaucoup de nutriments sous la forme du vitellus. Mais c'est un peu encombrant chez les plus petits insectes du monde, donc ils se sont tournés vers la seule solution viable, le parasitisme. En effet, les mimariidés pondent leurs œufs dans les œufs d'autres insectes pour que l'embryon se nourrisse du vitellus et de son hôte. Cette capacité est surprenamment très utilisée par l'homme qui les utilise pour contrôler la population d'insectes nuisibles sans utiliser de pesticides. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi les insectes sont aussi petits et jusqu'à où leur miniaturisation peut aller. Je peux aussi vous apprendre quelques trucs sur les parasites et sur l'histoire du vivant, alors si vous voulez le faire, cliquez juste là.